BFM Business et CB News présentent Hebdocom avec Margot Haddad. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver au sommaire de cette émission. La série Oussekine cartonne sur Disney+. Dans un instant, on sera avec son réalisateur Antoine Chevrollier et l'un des acteurs de la série, Toufik Djalab. Elle est l'ex-directrice générale adjointe de la régie publicité de France Télévisions. Elle publie aux éditions Odile Jacob la publicité dans un monde nouveau. Elle sera en plateau avec nous. Irène Grenet nous rejoint dans un instant. Voilà le programme, c'est parti. Hebdocom sur BFM Business. Et comme chaque semaine, on est en plateau avec nos deux chroniqueurs. Frédéric Roy, bonjour. Éric Jaoui, bonjour. Bonjour. Alors, on parle série aujourd'hui. Qu'est-ce que vous regardez comme série ? Moi, je crois que je regarde une série qui s'appelle... Je crois que je regarde. Non, parce que c'est une nouvelle série. Moi, je zappe, je regarde pas les génériques, donc je sais pas. Mais on a déjà eu ce débat la semaine dernière, Frédéric Roy. Pas de plateforme, la télé à l'ancienne, bon, l'écart de génération. Je vais me moquer de vous chaque semaine, Frédéric. Ah, oh mon Dieu. Éric ? J'en regarde beaucoup, vous m'avez dit d'être court. La dernière que j'ai vue, c'est les 7 vies de Léa, et je trouvais ça vachement bien. C'est pas mal du tout ? Ouais. Bon. Écoutez, allez, c'est parti pour le Focuscom. BFM Business, Hebdocom, le Focuscom. Bonjour Antoine Chevrollier. Bonjour. Vous êtes le réalisateur de la série Oussekine sur Disney+. On vous doit également certains épisodes d'Engrenage, Bureau des légendes ou de Baron Noir. À vos côtés, un de vos grands acteurs de cette série, Toufik Djalab, bonjour. Bonjour. Vous jouez le rôle de Mohamed, l'un des frères de Malik dans cette série. Oussekine, un étudiant mort en 1986 sous les coups des policiers alors qu'il rentre d'un concert. Une série française, un fait d'actualité français sur une plateforme internationale, une mini-série bouleversante, titre Télérama. Qu'est-ce qui vous a donné envie de traiter ce sujet, Antoine ? Tout simplement, j'ai entendu pour la première fois donc, le nom de Malik Oussekine. Il y a plusieurs années, c'est un nom qui est resté gravé dans ma mémoire. Et puis voilà, en creusant un tout petit peu autour de cet événement, de ce fait de société, donc ce qui s'est passé dans la nuit du 5 au 6 décembre au 20 rue Monsieur le Prince, je me suis très rapidement rendu compte qu'on pouvait raconter une histoire beaucoup plus large. Et en l'occurrence, à travers le cœur de la famille, on pouvait raconter la trajectoire des Oussekine et plusieurs chapitres du roman national français. Mais pourtant, vous étiez très jeune quand ça s'est passé. Tout à fait, j'avais 4 ans, donc en fait au moment des faits, moi je ne me souviens pas évidemment de ce qui s'est passé. C'est plus tard, quand j'ai eu une dizaine d'années, à travers une culture plus populaire, des morceaux de rap, j'ai entendu pour la première fois le nom de Malik Oussekine. Et donc à partir de là, il est resté encore une fois gravé dans ma mémoire. Et un peu plus tardivement, quand je suis monté à la capitale, j'ai commencé à chercher un tout petit peu quelle était l'histoire de Malik Oussekine et donc de sa famille. Toufik, vous avez un rôle primordial dès les premiers épisodes. Vous recevez donc ce fameux coup de téléphone alors que vous êtes en Sicile. Qu'est-ce que vous connaissiez de l'histoire d'Oussekine avant de rejoindre ce projet ? Pas mal de choses. J'avais fait un film auparavant qui s'appelait La Marche, qui traitait aussi d'une violence policière. Et à ce moment-là, c'était en 2013. Et à ce moment-là, c'est vrai que je m'étais un peu plongé dans toutes ces affaires-là. Et puis l'affaire de Malik Oussekine est très vite ressortie. Et je me suis un peu plongé dans cette histoire. Donc je connaissais pas mal de choses. Sauf quelques, quand même, des choses un peu importantes qui étaient un peu cachées. Et on a réussi à avoir accès à des documents un peu confidentiels. Mais parce que l'enquête est extrêmement bien racontée. Oui, hyper bien fournie. Et grâce à Antoine et toute son équipe, on a vraiment plongé dans un endroit où on n'aurait pas pu plonger s'il n'avait pas eu la connexion avec la famille, d'abord, qui nous a donné vraiment une carte blanche et l'autorisation de rentrer dans parce que vous avez rencontré, Antoine, je crois, des journalistes qui étaient sur les faits à ce moment-là, des enquêteurs, la famille, donc un travail un peu de journaliste aussi pour faire cette série. C'est ça, pendant plusieurs mois, plusieurs années presque, je me suis approché de différents protagonistes de l'affaire, donc évidemment la famille, Mohamed Oussekine, Benamar Oussekine et Sarah Oussekine, mais également de Georges Kejman, de Patrick Écolan, qui était le médecin réanimateur qui a essayé de réanimer Malik, à tout ce qui est un peu plus omniscient, effectivement, politique, judiciaire, policier. Voilà, on a fait un gros travail de recherche pour retrouver et être au plus près donc de la réalité. Et donc il fallait passer par
rencontrer toutes ces personnes qui avaient vécu l'affaire. Frédéric ? C'est le moyen de raconter autre chose que ce que racontait la presse il y a à l'époque des faits. Mais en fait, il me semble qu'on n'a jamais parlé de cette histoire jusqu'à le lancement de la série. Ça vous étonne que le cinéma, la fiction ne prennent pas en compte des histoires vraies comme celle-ci? Oui, bien sûr, c'est étonnant, puisque ce sont des chapitres, à mon sens, fondamentaux de notre roman national. Donc oui, c'est très étonnant. J'espère que effectivement c'est un début, mais je suis pas le premier. Plein de réalisateurs et de réalisatrices ont déjà fait ce travail, mais voilà, en série c'est la première fois. Toufik, l'héritage de Malik Oussekine, vous le connaissez bien. Votre papa, je crois, est d'Algérie. Vous avez déjà fait un voyage avec lui un peu plus tard dans votre jeunesse, parce que vous essayez un peu de repousser ces origines-là. Est-ce que justement d'avoir cette culture-là, ça vous a aidé à vous mettre dans ce rôle-là? D'une certaine manière, oui, et en même temps, le personnage de Mohamed, c'est le seul à ne pas être rentré en Algérie lorsque sa famille décide de rentrer en Algérie à cette époque. La famille Oussekine, c'est une famille profondément française. Au travers de la série, on comprend. C'était une période un peu compliquée d'ailleurs. À ce moment-là, c'était prends 10 000 balles et casse-toi. Et il y avait toute une partie de la population d'origine algérienne qui était rentrée en Algérie. Et la plupart sont tombés, je ne vais pas raconter ni spoiler l'histoire, mais ont eu des mauvaises surprises en arrivant et en retournant sur leur terre. Et Mohamed fait partie de cette génération qui était en entrepreneur d'origine algérienne, très émancipé. Parle l'anglais couramment. Parle anglais, qui avait les moyens, qui aidait surtout son frère Malik à étudier. Il a pris un petit appartement dans Paris. Ils avaient une vie totalement ancrée en France et dans la région parisienne. Et voilà. Mais il y a quand même cette culture. On entend la maman parler arabe à la maison, les plats, les coutumes qui sont là. Donc forcément, nous on dit dans le journalisme, c'est les plusieurs sens qu'on essaie de retranscrire dans l'histoire. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous connaissiez déjà ? Oui, moi c'est ma culture, de base. C'est un mélange et puis c'est une espèce de bouillabaisse dans laquelle je nage. C'est-à-dire on parle de rail, mais en même temps on écoute Charles Aznavour. Il y a aucune limite dans ces choses-là et voilà, ça fait le melting pot. Le melting pot. Voilà. Eric ? Comment est-ce que vous avez fait le choix des acteurs ? Qu'est-ce qui était important pour vous, Antoine ? Alors, dans un premier temps, je savais que pour Aïcha Oussekine, je souhaitais Yam Abbas. Il s'avère qu'on se connaissait déjà auparavant, on avait collaboré sur un autre projet, en l'occurrence son film. Je souhaitais Yam Abbas à l'endroit d'Aïcha Oussekine. Je souhaitais Slimane Dazi pour Miloud Oussekine également, et je savais également que je voulais travailler avec Kad Merad pour Georges Kejman. Ça, c'était vraiment les trois piliers, exactement. Et puis ensuite, de manière assez classique, c'est-à-dire on a fait des castings très long, très fastidieux. Parce que la sauce prend bien, quoi. C'est ça. Vraiment, on est avec eux dans cette famille, c'est magique. C'est ça, c'était de trouver le bon équilibre. Alors ça a commencé le rôle de Ben Ammar, et puis ensuite on a eu Malik, et puis Mohamed. Enfin voilà, il fallait trouver un équilibre pour trouver, comme vous dites, cette sauce et faire en sorte qu'on puisse assez immédiatement être dans l'empathie avec cette famille. Et ça devait passer par quelque chose de réel entre eux. Bien sûr. Votre réalisation, elle est criante de réalisme. Hein. Vous n'avez pas peur non plus de montrer la violence. Il y a vraiment des faits violents qui font réagir le téléspectateur, en tous les cas, lors de la série. Pourquoi les séries inspirées d'histoires vraies, elles ont autant, on va dire, la cote sur les plateformes, à la télévision en ce moment ? Antoine, selon vous ? Selon moi, je ne sais pas si c'est lié à un temps, en tout cas en ce moment, mais je crois qu'à partir du moment où, quand on était plus jeune et qu'on voit un film où
cette histoire est issue d'une histoire vraie, il y a toujours quelque chose qui effectivement, ça pique la curiosité, mais je crois que presque inconsciemment, quand on regarde les films ou quand on regarde des séries issues d'histoires vraies, il y a quelque chose inconsciemment qui peut-être pousse un peu plus à l'attention ou pousse un tout petit peu plus à l'empathie. Oui, c'est vrai que, moi, je vais pas vous le cacher, j'ai été pleine d'émotions toute la série, et c'est vrai que c'est un fait réel qu'on connaissait déjà, mais on ressent les choses d'une manière forte parce que elles sont un peu romancées aussi, mais parce que ça nous replonge aussi en voyant ces faits-là de manière aussi réelle, aussi vraie. La réalité devient de plus en plus flippante, plus que la fiction au final. C'est possible aussi. Je sais que vous avez travaillé donc avec la famille. Oui. Vous, Toufik, comment vous avez travaillé avec Mohamed? Est-ce que la famille a été vraiment extrêmement présente? Je crois que pour Saïd El Alami, il a reçu des objets, par exemple, qui appartenaient à Malik. C'était quoi pour vous? Moi, ça a été une rencontre en costume, avec, même avant ça, c'était une rencontre déjà avec Antoine, le réalisateur, et celui qui joue Benamar, Malek. C'était important, vous savez, quand on joue quelqu'un qui a vraiment existé et qui est toujours en vie, on a besoin un peu de sa validation. On a besoin du tampon qui nous dit tu peux y aller. Et on s'est rencontrés, et voilà, il y a eu une émotion très forte qui s'est manifestée, et il m'a dit, très étrangement, qu'il avait appelé son fils à l'époque, qui a plus de 30 ans aujourd'hui, qu'il avait appelé Toufik. Incroyable. Et j'ai trouvé ça complètement fou. J'étais un peu vraiment KO debout. Et j'ai dit, voilà, je crois aux signes parfois. Et ça fait sourire, je me souviens, Antoine, et qui m'a fait un clin d'œil en me disant, voilà, il y a quelque chose de magique dans l'ordre de cette destinée. Et je l'ai pris comme un cadeau, et presque, voilà, cette espèce de petite tape dans l'épaule qui pouvait dire, tu peux y aller. Comment ça s'est passé cette rencontre avec Disney+? Je crois qu'ils vous ont approché, Antoine, c'est ça, pour créer donc du contenu, et vous êtes venu avec cette idée. Ça s'est fait finalement assez simplement, c'est-à-dire que moi j'étais donc itinéraire production. Anthony Lancret et Pierre Langlais sont venus me chercher pour me demander ce que je souhaitais faire. Je leur ai proposé immédiatement Oussekine. On a commencé à développer dans un tout premier temps, et puis ensuite Disney+, en la personne de Pauline Dauvin, est venu me chercher. Ils avaient bien aimé ce que j'avais fait sur le Bureau des légendes et sur Baron Noir, et ils m'ont demandé en fait si j'avais quelque chose à leur proposer. Je leur ai parlé d'Oussekine, et ça leur a tout de suite plu. L'idée leur a tout de suite plu, et donc ça s'est fait finalement très simplement. Très naturellement, j'ai envie de dire. J'espère que c'est la première de plusieurs autres séries, en tous les cas, sur les plateformes. J'invite tous nos auditeurs à aller regarder cette série qui est vraiment magistrale. Merci à vous, à tous les deux, d'être venus en plateau. Et j'espère à bientôt. On passe tout de suite la chronique TechCom de Julien Casqui. BFM Business, Hebdocom, TechCom. Bonjour Julien. Bonjour Margot. Alors on parle de Netflix aujourd'hui, qui doit se réinventer et qui s'inspire un peu du bon vieux modèle de la télévision. Et oui, la télévision n'est peut-être pas morte. Netflix va développer des programmes en direct, c'est ce qu'il envisage en tout cas, comme sur les grandes chaînes de télé. Vous pourrez voir sur Netflix en direct des concours télévisés, de la télé-réalité ou même des spectacles de stand-up. Pour l'instant, aucun calendrier n'est acté, mais d'autres plateformes ont déjà franchi le pas. C'est le cas par exemple d'Amazon Prime Video qui retransmet la Ligue 1 de football en direct évidemment, ou des rencontres nocturnes de Roland Garros. En février dernier, aux États-Unis, Disney+ a diffusé la cérémonie des Oscars, et aux États-Unis toujours, Disney+ a aussi acheté les droits de Danse avec les stars et pourrait retransmettre le show en direct. Et Netflix va même intégrer de la publicité. Et oui, c'est ce qu'a annoncé Reed Hastings il y a un mois. D'ici à 2023, Netflix pourrait proposer des offres moins chères avec de la publicité, ce qui va à l'encontre du principe fondateur du groupe de pouvoir regarder ses programmes sans interruption. Mais Netflix fait face à une érosion de son audience, due notamment à la féroce concurrence des autres plateformes. Le groupe a conquis pendant plus d'une décennie des dizaines de millions
millions de clients. Et au dernier trimestre, là, 2022, eh bien, il a perdu 200 000 abonnés par rapport à fin 2021. Une première en 10 ans. Il s'attend à perdre 2 millions de clients au prochain trimestre. Il pourrait, Netflix, avoir atteint son plafond d'abonnés à 220 millions d'abonnés dans le monde. Et est-ce que cette stratégie, c'est la bonne, Julien ? Alors oui et non. Oui, parce que mettre de la publicité, eh bien, ça va générer des revenus supplémentaires pour Netflix. Les annonceurs, ils vont être très friands d'aller sur Netflix, puisque Netflix détient des données beaucoup plus fines de ses utilisateurs que les chaînes traditionnelles. Cependant, en s'approchant du modèle classique de la télévision traditionnelle, avec de la publicité, avec des programmes en direct, eh bien, Netflix pourrait perdre de son caractère innovant. Il pourrait se banaliser au risque de voir partir son audience au profit peut-être des bonnes vieilles chaînes de télévision. Merci beaucoup Julien Casquier. Tout de suite, c'est le JT de la com avec Rebecca Blanc-Lelouch. BFM Business, Hebdocom, le JT de la com. Bonjour Rebecca. Bonjour Margot. La régie de France TV Publicité a dévoilé cette semaine les 3 annonceurs qui parraineront les contenus liés au Festival de Cannes sur France Télévisions et Brut du 17 au 28 mai 2022. Et il s'agira donc de L'Oréal Paris, de TikTok et de Zeiss. Alors pour rentrer un peu plus dans le détail, sur France Télé, ce sont TikTok et Zeiss qui ont sponsorisé les cérémonies d'ouverture et du palmarès avec notamment les programmes courts qui donnent la parole aux réalisatrices de cinéma. Ça s'appelle De l'ombre à la lumière. 1 minute à Cannes, c'est un résumé de la journée sur la Croisette, et l'émission Culture Box qui est présentée en direct depuis Cannes. Sur Brut, ce sont L'Oréal Paris et TikTok qui ont bénéficié d'un dispositif immersif pendant toute la durée du festival avec la diffusion de leur contenu sur l'ensemble de leur écosystème média, donc sur leurs réseaux sociaux notamment. Pendant le festival, France Télé devrait rassembler en tout plus de 30 millions de téléspectateurs et Brut devrait générer 120 millions de vues sur leurs vidéos dans le monde entier, estime France Télé Publicité. Parlons maintenant partenariat. En partenariat avec Brut et TikTok qui a réussi à prendre sa place pour la première fois sur le tapis rouge cette semaine. Oui, et dès la cérémonie d'ouverture, TikTok et 9 de ses créateurs étaient conviés à la montée des marches pour la toute première fois. Mais surtout, le but était de transposer cette montée des marches à plus d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Un live a été tourné depuis le tapis rouge avec 1 million de spectateurs sur TikTok. Les 2 créateurs qui animaient ce live ont pu rencontrer pas mal de personnalités comme Eva Longoria, Michel Hazanavicius et ont pu pendant 1h30 réaliser des quiz, des interviews et avoir des anecdotes sur les films qui étaient présentés. Dès le lendemain, les extraits de ce live avec le hashtag Cannes 2022 avaient atteint plus de 52 millions de vues, des vues qui ne cessent d'augmenter. Dans le reste de l'actualité, Rebecca, cette semaine, Lagardère News se lance dans l'hôtellerie avec sa marque du magazine Elle. Et cette nouvelle marque qui mélange ces 2 mondes va s'appeler Elle Hospitality. Elle sera déployée au niveau mondial et sera pensée par les femmes et à destination de tous. Elle se décline en 2 entités avec 2 concepts distincts, la Maison Elle et Elle Hôtel. Alors le premier, la Maison Elle, ouvrira ses portes dès l'automne prochain près de l'Arc de Triomphe à Paris. Elle disposera de 25 chambres, d'une suite et d'un spa et entend incarner tout simplement l'art de vivre à la française. L'autre concept, Elle Hôtel, ouvrira son premier établissement qui se veut cette fois un peu plus haut de gamme au printemps 2023 au Mexique. Il compte faire de la protection de l'environnement et la durabilité sa priorité absolue en impliquant les talents locaux et les femmes locales à tous les niveaux, que ce soit des artisans ou des designers. Et puis Prime Video dévoile sa nouvelle campagne réalisée avec Fred et Farid pour la 2e année consécutive à l'occasion de Roland Garros. Et le but de cette campagne télé est de mettre un coup de projecteur sur les matchs en session de nuit. Ce sont en fait les 10 meilleurs matchs des internationaux de France Tennis qui seront diffusés en live et en exclusivité sur Prime Video à partir de 21h. Une vraie révolution pour les fans, révèle le communiqué. C'est donc cette parenthèse sportive qui est célébrée dans ce spot avec une musique iconique des années 90, The Rhythm of the Night. Le film met en scène une galerie de portraits d'acteurs de Roland Garros, dont le champion français Gaël Monfils et des fans de tennis pris dans l'énergie du tournoi. Le film est diffusé en télé, en digital depuis cette semaine. J'entends qu'on la met depuis la régie. Je ne sais pas si vous l'entendez. Ah oui, on l'entend. Merci beaucoup Rebecca et on passe tout de suite au décryptage. BFM Business, Hebdocom, décryptage.
Grenet, bonjour. Bonjour Margot. Vous étiez jusqu'à très récemment directrice adjointe de la régie publicitaire de France Télévisions et vous publiez un ouvrage qui s'intitule « La publicité dans le monde nouveau » aux éditions Odile Jacob que j'ai entre les mains, une sorte d'analyse un peu sociologique de la publicité et de l'évolution du secteur avec une préface en texte de Maurice Lévy. Pourquoi, selon vous, la publicité n'est pas de la manipulation ? Ah, c'est une très bonne question. Elle l'est de moins en moins, on pourrait dire. Et c'est peut-être aussi là où il faut commencer à s'interroger. La publicité, il faut repartir du début. C'est un langage poétique. Un langage poétique, ça veut dire que quand elle parle d'un produit, d'un service, elle fait appel à ce supplément de sens qui fait appel à l'imaginaire, finalement. Quand Eva Longoria, que j'entendais tout à l'heure, danse langoureusement avec son chat, eh bien, ça renvoie à quelque chose de différent qu'une boîte de conserve Sheba. Donc c'est ça le langage poétique et évidemment c'est très important dans tout ce qui est humoristique. L'humour c'est du langage rhétorique, c'est des codes. Vous parlez des jeux de mots. Des jeux de mots, la pub Skoda qui parodie la langue tchèque, une Skoda dispo là tout de suite, c'est de la poétique. Voilà. Et ça, évidemment, pour les détracteurs de la publicité, c'est de la manipulation. C'est une trouvaille qu'on peut trouver soit géniale, soit scandaleuse. Moi, je trouve ça génial, mais il ne faut pas oublier cette dimension-là. Justement, les détracteurs. Les détracteurs, c'est les anti-pubs qui sont fort nombreux. On les quantifie assez facilement avec les bloqueurs de pubs, tout simplement. Tout à fait. Voilà. Et comment est-ce que vous les caractérisez, puisqu'ils sont manifestement insensibles à cette poésie, et j'ai envie de dire, et qu'est-ce qu'on fait avec ? Alors, les anti-pubs, ils sont déjà très intéressants. Parce que, en fait, quand on aime la pub, il faut aller voir ceux qui ne l'aiment pas et essayer de comprendre. Donc, effectivement, ils peuvent ne pas être sensibles à l'humour, à la poésie, mais c'est pas tant ça qui reproche. Ce qui reproche, c'est la raison d'être de la pub. La raison d'être qui est de faire consommer. Et faire consommer, depuis le début, il y a eu la critique de la société de consommation extrêmement puissante et extrêmement portée philosophiquement, sociologiquement dans les années 60-70. Et aujourd'hui, elle prend un regain d'actualité extrêmement fort, puisqu'on est quand même une société qui s'interroge sur la viabilité de son système productif et donc évidemment la publicité elle est bouc émissaire. Alors que faire ? Moi je pense que ça c'est d'ailleurs excusez-moi je fais une parenthèse mais c'est un aspect de l'anti-pub. Je pense qu'il y en a plusieurs autres. Il y a un autre aspect qui est extrêmement intéressant aussi et qui émerge avec la pub digitale. C'est le data. C'est la data. Le ciblage. C'est la data, le ciblage et là il y a vraiment des choses à faire. Il y a une responsabilisation à avoir. Que faire ? Les réponses elles sont de différentes natures. Moi, j'ai une conviction. C'est que la pub, on peut considérer qu'elle est morte. Parce que précisément, elle appelle à consommer. Et aujourd'hui, c'est plus le sujet. Et puis, on peut aussi considérer que si on ne fait pas appel à elle, il y aura plus de désir d'agir non plus. Justement, sur l'évolution de la société, comment est-ce que la publicité participe à cette évolution, selon vous ? Alors, c'est très intéressant parce que la publicité, c'est quelque chose de très contraint. Et la contrainte numéro 1, c'est de comprendre son consommateur. Donc, c'est finalement de capter le désir du consommateur. Et pour capter le désir du consommateur, il faut le connaître. Le connaître, c'est extrêmement technique, donc c'est très sociologique. Et finalement, quelquefois, anticiper ses désirs. Et c'est là où elle est progressiste, et où elle peut l'être. Elle ne l'a pas toujours été. On prend toujours l'exemple des femmes. La publicité, les femmes, c'est très étudié. Le stéréotype féminin... Moulinex libère la femme jusqu'à Blédina du côté d'Imaman, on n'est pas dans le progressisme, mais elle peut anticiper aussi. Et c'est justement là ce qu'on disait sur le décalage, sur l'humour, c'est ça qui est extrêmement puissant comme facteur d'avancement pour une société. Quand la dernière pub Sista qui fait interroger des patrons avec des questions qu'on pose traditionnellement aux femmes, c'est à mourir de rire et ça fait beaucoup avancer les choses. Frédéric ? Et du coup, la data est un problème, la publicité est contestée, la publicité de masse, dites-vous, c'est fini. Alors, je ne sais pas si la data est un problème. Je pense que la data, elle change les choses. Moi, je n'apporte pas de jugement de valeur.
elle apporte énormément. Vous dites que grâce à ça, le consommateur devient producteur à part entière. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est dans le digital. Il y a une capacité, pour les marques, c'est plus les seuls énonciateurs du discours. Le discours, il est partagé avec les avis de consommateurs, bien sûr, les influenceurs. C'est quelque chose, c'est un phénomène tout à fait passionnant où c'est monsieur et madame tout le monde qui sont un super consommateur et qui d'ailleurs apportent une crédibilité que veut le consommateur parce qu'il veut plus de rêve. Enfin, c'est une caricature, mais il y a quelque chose de profond. Maintenant, pour ce qui est de la data, donc je dis, c'est pas un problème, c'est un changement de paradigme. C'est simplement, on était dans le média de masse, effectivement, qui occupait l'espace, qui interrompait la vie des gens, dans les rues, en écoutant la radio, à la télévision. Là, on est vraiment dans une logique totalement différente, où finalement il s'agit d'être dans l'instant et plus dans l'espace, plus dans le partout, et de cibler la bonne personne au bon moment. Et donc ça, la meilleure arme, c'est la data. Donc ce que je dis simplement, c'est que ça a des conséquences très importantes sur l'écriture publicitaire, bien entendu, sur le lien que la publicité a avec son contexte, puisque ça, il y a des études extrêmement précises. L'efficacité d'une publicité, elle tient aussi à son contexte, qui rejaillit sur la marque. Donc là, on est dans un autre univers. Donc je dirais pas que c'est un problème. Il y a des problèmes qui sont liés à la data, de la privacy, etc. On peut en parler, bien entendu. Mais en soi, la data est une donnée et elle révolutionne la publicité. Merci beaucoup Irène Grenet. Merci. Pour les autres questions, parce que vous parlez aussi de l'évolution du consommateur, il y a plein de sujets qu'on n'a pas pu aborder, mais j'invite en tous les cas tous nos auditeurs à lire votre dernier ouvrage, La publicité dans le monde nouveau, aux éditions Odile Jacob. Voilà, c'est terminé pour Hebdocom. On se retrouve la semaine prochaine. Hebdocom sur BFM Business.